Pour commencer, donc, on a choisi un titre de présentation un peu accrocheur, puisque la RSE, que vous connaissez sans doute, l'idée c'était de la présenter un peu autrement, et pour ça qu'on a parlé de gilet de sauvetage, c'est-à-dire en quoi tous les dispositifs développés dans le cadre de la RSE depuis 20 ans sont en fait extrêmement utiles dans cette période très étrange auquel font face les entreprises, parce que pénurie de matières premières, parce que circuits de production divers et variés déstabilisés par le Covid, parce que pénurie de main-d'œuvre, et que donc occasion finalement de construire un peu des modèles alternatifs, et la RSE propose ça. Alors, à ceux qui veulent participer, l'idée c'était de commencer un peu par un petit code, un sondage Menti, qui permettait un peu de mieux vous connaître. Donc, je ne me suis pas présentée, d'ailleurs, je m'appelle Anne-Catherine Husson-Traoré, je suis la directrice générale de Novetic, qui est un web média dédié à l'économie responsable, à la finance durable et tout le lien entre économie, finance et phénomènes environnementaux et sociaux. Donc, sur menti.com, il suffit, vous prenez votre téléphone, vous connectez sur menti.com, et là, vous faites le code du sondage, donc 26 02 89 85, c'est le code du sondage que je vous propose de faire pour démarrer. Donc, la première question, du coup, la première question est... donc, la première question est là aussi, alors, est-ce que vous avez une politique RSE? Oui, non, et vous ne savez pas à quoi ça sert. Oui, non, vous ne savez pas à quoi ça sert. On va savoir si c'est le cas. Donc, alors, on va passer... Il y a les réponses qui s'enregistrent. Donc, normalement, pour voter, c'est 26 02 89 85. Ouais, j'ai pas cette question-là qui est apparue, en fait. Vous avez quoi comme question? J'ai une question sur la taxonomie européenne. Alors, c'est la deuxième. Vous êtes déjà à la deuxième. Bah, j'ai pas eu la première. Vu qu'on a un petit panel, on va faire vite. Donc, j'en déduis... J'ai répondu à la première. Eh ben, alors, merci beaucoup à vous. Donc, on va passer à la seconde question. On va en déduire que si vous êtes là, c'est que vous devez déjà... Ah, non. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore une politique RSE. Donc, l'idée, oui, c'était un peu de voir jusqu'où vous étiez dans des entreprises qui avaient déjà ou non une politique. La deuxième question, donc, qui est est-ce que vous mesurez vos émissions de gaz à effet de serre? Oui, non, et qu'est-ce que c'est que les émissions de gaz à effet de serre? Alors là, on retrouve le même panel, ça paraît à peu près logique, et on peut imaginer que le non est à attribuer à la personne qui est dans une entreprise qui n'a pas encore de politique RSE. C'est vrai qu'on a aujourd'hui des demandes très nouvelles auprès des entreprises, et qu'il y a 10 ans, hein, même dans des très grandes entreprises, on leur demandait quelles sont vos émissions de gaz à effet de serre. Les dirigeants des grandes entreprises cotées disaient, j'en sais rien, je ne sais même pas de quoi on parle. Aujourd'hui, on est en train de bouger le monde, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Troisième question, du coup, avez-vous une activité verte? Alors, ça veut dire quoi? Oui, et en plus, elle est éligible à la taxonomie européenne, qui est donc ce nouveau référentiel d'activité environnementale. Non, tout ce vert est une mode qui va passer, et vous n'êtes pas éligible parce que vous n'êtes pas dans un des secteurs couverts par la taxonomie. Alors, il y a donc quelqu'un qui n'est pas concerné, et pour les autres, on ne saura pas. Mais c'était un peu... L'idée, c'était d'installer le décor, et on va ensuite passer à la partie présentation elle-même sur le fait que, effectivement, aujourd'hui, ce qui était au départ et ce qui quand même reste encore beaucoup de la compliance, qui est donc une histoire de RSE, c'est-à-dire finalement il y a des référentiels, des notations, il faut avoir des politiques dans tous les critères qui peuvent être aussi bien de... Eh bien oui, alors, pourquoi je ne présente pas? Excusez-moi, c'est toute une tactique. Donc normalement, je faisais ça, et ça, et ça. Ça doit être bon là, non? C'est bon. Alors, je suis revenue. Donc l'idée importante, c'était de se dire, on est passé d'un monde où la RSE était une sorte de référentiel des bons élèves, on va dire,
pratiqué quand même pour l'essentiel par des grands groupes, a en fait un outil qui permet de comprendre le plus facilement possible, enfin de donner des outils aux entreprises, quelle que soit la taille et les secteurs, pour les guider dans la meilleure réponse possible à apporter aux défis environnementaux, sociaux et de gouvernance auxquels elle est d'ores et déjà confrontée. Je vous ai mis ici des exemples qui sont en fait des sujets de RSE, ou de ce qu'on appelle dans le monde de la finance plutôt l'ESG, pour environnement, social et gouvernance, qui sont les risques ESG auxquels les entreprises de toute nature et de toute taille font face. Si on prend les risques environnementaux, on a la pénurie de matériaux que vous connaissez pour certains d'entre vous, les problèmes d'énergie liés au gaz qui touchent cruellement beaucoup d'entreprises qui pour certaines même ont arrêtent les usines en se disant tant que ça coûte aussi cher, ça ne va pas être possible. On a eu plusieurs faillites en Grande-Bretagne, par exemple, à cause de ça. Ça, c'est ces risques environnementaux liés à la crise sanitaire, liés à plein de phénomènes qui se conjuguent, sont aujourd'hui des questions qui posent du coup très directement aux entreprises, qui mettent les entreprises face à des choix d'alimentation énergétique, face aux choix d'efficience énergétique, parce que la question de combien vous coûte l'énergie pour produire telle ou telle chose va être un sujet de plus en plus important. Si on fait de la construction, la pénurie de matériaux, évidemment, a un impact énorme sur ces coûts. Quant aux puces électroniques, là, on est bien sur une crise, j'allais dire, mondiale, parce que des puces électroniques, il y en a partout aujourd'hui. Et dans le cas du secteur auto, c'est même tellement grave, puisque vous savez qu'aujourd'hui, une voiture est plus un ordinateur qu'un moteur, et que c'est tellement grave que 10 à 12% de la production automobile sera probablement perdue à cause de la pénurie. Autre dimension, tout ce qui est social, et par exemple le travail forcé des Ouïghours, Zara, Bershka, Uniqlo sont actuellement accusés devant des tribunaux de profiter du travail forcé des Ouïghours. Et donc, ça change évidemment complètement les questions de production textile, de sourcing, dans la mesure où aujourd'hui, dans le textile, rares sont les produits qui sont fabriqués en Europe et qui donc peuvent être certifiés exempts de travail forcé des Ouïghours. Dernière chose, la question de gouvernance, les questions de réputation, les questions par exemple de l'appli Yuka que vous connaissez sans doute, qui a totalement révolutionné l'agro-industrie et suffisamment pour être attaquée régulièrement par l'industrie de la charcuterie qui estime que, comme elle dit qu'il y a des nitrites dans les jambons qui ne sont toujours pas interdits, et bien dans ce cas-là, elle dénigre la charcuterie et donc Yuka est aujourd'hui quasiment paralysée à cause de ce qu'on appelle les procès Bayon. Dernière chose, vous savez que la transition énergétique est de plus en plus impérative et qu'elle nécessite beaucoup de minerais, dont du cuivre. Or, il y a une sécheresse absolument extraordinairement terrible au Chili et en Amérique du Sud. Et donc, du coup, il y a un vrai risque qu'on n'ait plus assez de cuivre, puisque le Chili est le premier producteur mondial de cuivre. Donc, vous voyez, en fait, tout ce que j'ai essayé de vous expliquer en une seule slide, c'est à quel point tous ces phénomènes se conjuguent pour rendre l'opération, j'allais dire, quel que soit son secteur, complexe. Et donc, l'intérêt des grilles d'analyse ESG, de tout ce qu'il y a dans les matrices de RSE, de double matérialité ou autre chose, c'est qu'on peut mieux comprendre comment y faire face. Alors, je viens d'évoquer un mot qui est très franglais, qui est la matérialité, c'est-à-dire, en fait, très concrètement, c'est des risques qui ont des impacts concrets. Je vous en ai donné 3 en lien avec ce que je viens de dire. Sur le plan environnemental, en lien avec les semi-conducteurs, donc c'est le fait que l'entreprise TSMC, qui est donc le principal pourvoyeur de puces dans le monde, pour les fabriquer, ils consomment 156 000 tonnes d'eau par jour, c'est-à-dire 50 piscines olympiques, c'est-à-dire pour fabriquer 60% des puces mondiales. Donc, les besoins en eau sont colossaux. Vous voyez que je suis malade. À la slide suivante, il y a une photo qui s'est mise. C'est pas grave. Donc, sur le risque social, Boo a perdu. Alors, Boo, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être si vous avez des enfants, ce sont des marques qu'on appelle d'ultra fast fashion, c'est-à-dire c'est de la fast fashion qui est uniquement en ligne. Et on s'est aperçu en juin 2020 qu'il avait des usines comme au 19e siècle dans le sud de l'Angleterre, à Leicester, où les gens étaient traités comme des esclaves, il n'y avait aucune protection contre le Covid, etc. Et donc, du coup, la révélation de ce scandale a perdu près de
40%, ils ont perdu près de 40% en bourse en quelques jours. Autre type de risque de gouvernance, la panne que vous avez entendue de Facebook, mais aussi les accusations de la lanceuse d'alerte montrent bien que la gouvernance de Facebook est en fait un énorme risque, à la fois pour l'entreprise, mais plus globalement pour tous ceux qui l'utilisent. Alors, évidemment, la question des GAFAM arrive très très vite sur cette dimension-là. Ce que je vous propose, parce que donc là on n'est pas beaucoup, hein, on est entre nous, c'est que vous n'hésitez pas à m'interroger si je suis passée trop vite ou s'il y a un concept qui vous manque. Je suis avec Lucie Barnoin de l'équipe Noétique qui voit vos questions et qui donc n'hésitera pas à m'interrompre si vous le souhaitez. L'idée c'est de les poser dans le chat au fur et à mesure, et si vous voulez que je revienne sur une notion, n'hésitez pas. Donc là je vous ai tracé à très grands traits des sujets très larges qui montrent quoi? Qui montrent que ce qu'on appelle les risques ESG sont en fait devenus aujourd'hui très opérationnels et que, j'allais dire, cerise sur le gâteau, toute une nouvelle réglementation européenne se met en place dont l'objectif est d'avoir à la fois par les investisseurs et par les entreprises un nouveau type de reporting qui rende compte de la façon dont on prend en compte ces risques ESG, dont on les identifie, et ensuite dont on explique quelle est du coup sa stratégie pour y faire face. C'est ce qu'on appelle la double matérialité. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous connaissent la Non-Financial Reporting Directive, qui est donc la directive qui est en vigueur hein, depuis 2014 pour les très grandes entreprises et qui demande à faire du reporting dit non financier sur un certain nombre de sujets, climat, respect des droits humains, etc. Ce qu'introduit la nouvelle réglementation, qui ne s'appellera pas non-financial, mais corporate sustainable, c'est-à-dire reporting durable, est bien orienté sur la double matérialité. C'est quoi la double matérialité? C'est l'idée que finalement, une entreprise a un impact global, bien plus large que sa seule activité, économique bien sûr, mais aussi sur la planète, mais aussi sur la société. Concrètement, si vous produisez quelque chose en émettant beaucoup de gaz à effet de serre, vous contribuez au réchauffement climatique. Si vous le faites avec que des hommes et que des hommes d'une certaine nationalité, vous n'êtes pas très inclusif. Donc votre impact sur la planète, il n'est pas en faveur de la diversité. Mais il y a aussi cette idée que, bien sûr, la planète, la société, etc., impactent l'entreprise. Donc souvent en termes de risque. Concrètement, le changement climatique fait, ou la raréfaction de l'eau fait que, ce que j'évoquais pour le Chili, on ne peut plus faire tourner les entreprises d'extraction au Chili. Donc globalement, on a aujourd'hui cette logique d'avoir une entreprise qui doit non seulement donner des résultats financiers et faire les profits qu'elle fait jusqu'à maintenant, mais aussi être capable d'expliquer comment elle gère ses impacts et en maximisant les impacts positifs et en minimisant les impacts négatifs sur la société et l'environnement, et de la même façon, quels sont les risques liés à l'environnement ou à la société auxquels elle est confrontée, et comment effectivement elle s'en prémunit ou comment elle essaie de remédier à des situations diverses et variées. Alors, donc j'espère que vous avez en tête cette idée du passage de non-financial à corporate social reporting directive. Alors, on est en chemin hein, puisque c'est prévu pour 2023. Excusez-moi. Je vais vous demander une petite pause. Non, c'est non. Enfin, oui, si, pardon. Pardon. Vous avez tout à fait raison. La transposition, alors déjà, chose importante, c'est une directive, donc comme vous l'avez souligné, la directive doit être transférée, enfin adoptée dans les pays membres et peut l'être avec une marge d'interprétation.
Donc effectivement, la NFRD a été traduite en français par DPER, ce qui peut ne pas être exactement le même dispositif dans un autre pays. En revanche, et je vais un peu y revenir, la réglementation qui s'applique aux investisseurs, elle est un règlement, et donc comme c'est un règlement, il s'applique automatiquement sans adaptation spécifique pays par pays. Alors, ce qui est important que vous reteniez, c'est les 4 éléments qu'apporte ce nouveau projet. C'est de faire effectivement un régime différencié entre grandes et petites entreprises cotées, puisque c'est vrai qu'initialement, on a surtout eu des grandes entreprises qui se sont emparées de référentiels très complexes et dont les PME, enfin les ETI, mais déjà les PME encore plus, ne savent pas très bien comment gérer tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un socle d'une vingtaine d'indicateurs probablement, qui seront un peu une espèce de service minimum qu'on devra attendre, a priori, d'au moins 50 000 entreprises européennes. Enfin, ces données devront être vérifiées par un tiers externe, parce qu'un des gros sujets qu'on a sur toutes les données ESG, c'est le fait que ces données sont non standardisées. Chaque entreprise les définit un peu comme elle veut. Et donc aujourd'hui, on essaie toujours, quand on est une entreprise, d'essayer de montrer ce qu'on fait de mieux. Et donc c'est important qu'un tiers externe vienne vérifier la solidité, la crédibilité, la pertinence de ces données. Et enfin, comme évidemment tout ça fait un big data ESG phénoménal, l'idée c'est bien de créer une étiquette digitale pour favoriser son traitement. Alors, en espérant que vous n'avez pas de questions à ce stade, ça ne marche plus, je ne sais pas. Alors, pourquoi on parlait de gilet de sauvetage? Parce que y a 2 choses très importantes qui n'émergent pas dans le débat public et qui sont pourtant la réalité des choses auxquelles vous faites face. Il faut avoir en tête qu'effectivement tout est lié et le référentiel qui le dit le plus simplement, c'est les objectifs de développement durable. C'est-à-dire que tant qu'on s'obstinera à traiter la question des limites planétaires ou de l'environnement ou de l'énergie ou de l'éducation ou de la démocratie comme des choses qui ne sont pas, qu'on peut traiter en silo, on ne va pas arriver à recréer ce modèle durable qui est tout à fait respirable et soutenable, mais à condition de bien traiter tous les sujets en même temps, toujours dans cette approche de minimiser les impacts négatifs et de maximiser les impacts positifs. Ça veut dire quoi? Le tout dans un univers qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire qui est limité, et il faut qu'on l'admette, mais qui doit être limité et où l'activité économique doit se situer entre un plancher et un plafond, un plancher social, et puis un plafond environnemental qui est constitué par les limites planétaires. Donc ça, tout ce matériel qui est lié à la promotion des objectifs de développement durable qui ont été adoptés par les Nations Unies en septembre 2015, qui est vraiment l'idée de comprendre que là où on doit changer de paradigme à tous les niveaux, et c'est valable pour toutes les entreprises, ce n'est pas une question idéologique, c'est une question très concrète de comment, dans un univers limité sur lequel le modèle actuel est dans le mur parce qu'il prend trop, vous avez sans doute entendu parler du jour du dépassement, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, à l'échelle de la planète, on ne laisse pas à la planète le temps de se régénérer, et donc c'est nous qui scions la branche sur laquelle on est assis. Donc il y a des moyens de faire autrement, mais à condition d'avoir ce genre de modèle holistique. Et donc, du coup, en termes de reporting RSE, en termes de pression montant sur les entreprises, sur le type d'information dont on a besoin, ça se traduit comment? À partir de la RSE, on va dire à l'ancienne, qui était de l'historicité des données, souvent au mieux de l'année dernière, sur des données sur 300 indicateurs, couvrant à la fois l'environnement, le social et la gouvernance. On part de ça pour aller vers des logiques de trajectoire et d'évaluation de la stratégie à l'aune d'objectifs atteignables. Est-ce que si on est un gros émetteur de gaz à effet de serre, est-ce que sa réduction est alignée sur l'accord de Paris ou pas? Est-ce que de façon plus globale, on a une contribution positive qu'on peut mesurer à travers les matrices des ODD, puisque derrière les 17 priorités, qui encore une fois sont toutes liées, on a 169 indicateurs. Alors, en espérant que tout ça ne vous paraît pas hors sol, l'idée c'est bien de ramener la RSE, le ESG, enfin tout ce qu'on veut, tout ce jargon qui s'est développé depuis 20 ans, à des choses en fait tout à fait concrètes, puisque finalement, quand on parle de ESG, côté environnement, on parle bien de la transition éco-énergétique, on parle bien des objectifs de neutralité carbone qui deviennent de plus en plus présents. On parle bien aussi de la logique en termes d'économie de sobriété, puisque
il est très facile de comprendre au moment où le prix du gaz devient astronomique que cette logique qui a prévalu il y a encore quelques années de dire que c'était une énergie de transition qui posait moins de problèmes. C'est vrai que c'est moins émetteur de CO2 que le charbon, mais ça reste un sujet. Et surtout que si on continue encore une fois à l'échelle de la planète l'augmentation de nos besoins en énergie, on n'y arrivera pas, j'allais dire, quel que soit le mix énergétique. Donc la question de la sobriété est effectivement importante, la question de l'impact positif. Sur les questions sociales, il y a évidemment les logiques d'inclusion, d'égalité homme-femme, en fait, de ramener les entreprises à un univers beaucoup plus large qui est la société dans laquelle elles opèrent. Alors ça s'est traduit, comme vous le savez sans doute, par la loi Pacte, par cette logique de définition d'une raison d'être, du fait qu'il y avait bien non seulement la nécessité pour une entreprise de réaliser des profits économiques, mais aussi de prendre en compte ces dimensions environnementales et sociales, et qui, pour celles qui vont plus loin, va jusqu'à l'entreprise à mission. Alors, ça veut dire quoi, en fait, dans la façon dont on analyse aujourd'hui un modèle économique d'une entreprise comme la vôtre? Ça change quand même beaucoup de choses, parce que la logique, c'est de regarder quelle est la stratégie, la trajectoire, et encore une fois, pour essayer d'évaluer le solde entre impact positif et impact négatif. Donc, si on prend l'objectif de neutralité carbone qui est affiché dans ce qu'on appelle la neutralité net zéro, qui est donc l'objectif nécessaire à atteindre pour espérer garder le réchauffement climatique à 2 degrés à la fin du siècle, si c'est ça l'objectif, à ce moment-là, on va regarder une activité ou autre sur la contribution qu'apporte le modèle économique. Est-ce qu'elle est positive, est-ce qu'elle est significative, limitée, etc. Versus, est-ce que l'impact est négatif, est-ce que c'est un obstacle? Concrètement, l'exemple le plus évident, ça va être les panneaux solaires. Si vous fabriquez des panneaux solaires en Chine par des Ouïghours, tout en ne tenant pas compte des pollutions, par définition, vous allez avoir une contribution négative nettement supérieure au fait que vous fabriquez un panneau solaire et que donc c'est bon, les énergies renouvelables pour le climat. Et surtout, vous allez être aussi évalué selon la nature de vos métiers, est-ce que vous serez dans ce qu'on appelle l'impact investing, c'est-à-dire des métiers de solution? L'exemple souvent qu'on donne, c'est Saint-Gobain qui fabrique de l'isolant. Alors, il fabrique de l'isolant en émettant beaucoup de gaz à effet de serre, mais en même temps, il apporte des solutions. Donc, du coup, on évalue le solde entre cette contribution directe aux émissions de gaz à effet de serre versus le fait d'aider dans la rénovation thermique à en émettre moins. Dans le cas de la notation ESG, qui donc s'applique à toutes les entreprises, là, on est évidemment en train de regarder comment elles diminuent le plus possible leurs incidences négatives. Pas de questions, Lucien? Non. Bon, peut-être qu'ils peuvent lever la main oui, si vous voulez m'interrompre, n'hésitez pas. Mais j'espère que ça vous est utile. Alors, une fois qu'on a compris ça, ça veut dire qu'en fait, on peut remettre drastiquement en cause un certain nombre de modèles économiques. Là, je vous ai mis, alors les sujets de biodiversité, ça n'a pas dû vous échapper, sont montés beaucoup là depuis septembre, et on voit bien, parce que ça paraît un peu de bon sens, mais que finalement, en particulier dans le secteur agroalimentaire et cosmétique, la dépendance à la nature, par les matières premières, tout simplement, est énorme, et que donc du coup, on a beaucoup parlé climat depuis 2015, et évidemment, mais qui reste un sujet abstrait. Le sujet de notre dépendance à la nature, c'est très très concret. Et ça, L'Oréal l'a bien compris, puisque en juin 2020, adopté une stratégie très disruptive sur l'ensemble de ces métiers. Quand je dis très disruptive, c'est qu'effectivement, imaginez qu'en moins de 10 ans, 95% des ingrédients soient biosourcés, qu'en moins de 10 ans, 100% des emballages plastiques seront recyclés ou biosourcés. De la même façon, réduire de 20% la quantité d'emballage utilisé, on parle du maquillage et on parle de L'Oréal, donc à l'échelle de la planète. Et je discutais justement avec quelqu'un de L'Oréal il y a quelques jours sur le fait que ça change tout, y compris en termes de marketing. Parce que tout ça ne marchera aussi que si les clients comprennent pourquoi on fait ça, pourquoi il vaut mieux que c'est pas un truc de bobo chic, mais pourquoi il vaut mieux utiliser telle et telle chose. C'est un changement radical, par exemple, dans la communication, puisque une pub qui explique pas pourquoi aujourd'hui on a tel produit qui est différent. Enfin, si on prenait, je ne sais pas si vous avez vu cet été, il y a eu des premières tubes de crème solaire qui n'étaient pas vraiment en plastique. Et donc, vous voyez que ça change le packaging, ça change plein de choses. Donc,
si les gens sont formés à comprendre quel est le bénéfice de tout ça, c'est très bien. Sinon, vous avez effectivement un risque de rejet du produit. Non, mais c'est plus moche que l'autre, ou je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre et en quoi la RSE aujourd'hui, dans ses analyses sectorielles dites ESG, apporte des très bonnes grilles de lecture. Et quand on a une PME ou une ETI, capacité à comprendre comment le donneur d'ordre les grands donneurs d'ordre sont en train de bouger. En revanche, il suppose effectivement des transformations assez radicales dans lesquelles, quand on est une PME, un ETI, fournisseur de grands groupes, on peut avoir des perceptions de risque importantes à se lancer. Mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une phase très compliquée où chacun est à mi-chemin. Et le cas de Danone est assez intéressant puisque quand on regarde son engagement sur la planète, tout ce qui a défrayé la chronique avec Emmanuel Faber, etc., et comment on peut... Il y a à la fois dans cette marque une vraie volonté parce qu'évidemment elle dépend étroitement des agriculteurs, en même temps dans une idée de santé, mais en même temps tout en ne reniant pas une certaine agriculture intensive qui est quand même à l'origine des laitages de masse, et tout en ne reniant pas non plus la bouteille plastique qui est devenue un symbole de la pollution. Donc on est bien sur cette période très difficile pour les entreprises, qui est de se dire oui, je vois où il faut aller, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de vitesse de marché? Est-ce que tout le monde est prêt? Et si moi j'y vais avant les autres, est-ce que ce sera finalement un bénéfice pour moi ou pas? C'est vraiment des questions tout à fait légitimes qui se posent par rapport à tout ça. Alors, ça n'avance pas, je ne sais pas. Alors du coup... Alors, j'allais dire au-delà de... Enfin, ce qui est intéressant et ce pourquoi il y a eu cet atelier aujourd'hui, c'était bien la logique de se dire, on a encore beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui pensent selon, soit c'est un truc de grand groupe, ça ne me concerne pas, soit ça finira bien par passer, soit, bah, écoutez, je jette tous les problèmes liés au Covid, je ne vais pas en plus m'en rajouter, on voulait en faire du durable. Ce qui est important, c'est que, vous savez comme moi, quand on est dans une entreprise, la question de time to market, la question de la capacité d'innovation, la question d'être prêt pour des changements qui arrivent tellement plus vite que prévu la plupart du temps, est très importante. Et donc là, on a des signaux faibles de plus en plus importants sur le fait que les banques aujourd'hui sont ultra sensibilisées enfin, commencent en tout cas, mais toutes les grandes banques font ça dans leur tuyau, qui est vraiment de se dire comment on peut aujourd'hui orienter, enfin, quand on prête de l'argent à une entreprise, il ne faut pas que regarder les bilans, il faut aussi regarder dans quel métier elle est, quel est son portefeuille de produits, quelle est sa consommation d'eau, parce qu'on parle beaucoup de gaz à effet de serre, mais vous avez énormément de métiers industriels dans lesquels on a besoin d'eau, que ce soit pour faire des verres de lunettes ou autre, et que donc la source en eau peut être un sujet. Il y a sur le territoire français plusieurs tensions autour de sources en eau et de grandes eaux en bouteille. Donc la question aujourd'hui de se dire, prenons un exemple, si vous êtes une petite entreprise, vous devez acheter une machine-outil qui consomme beaucoup d'eau, et vous avez deux types de machines, une qui vaut très cher mais qui consomme beaucoup moins d'eau, et une qui vaut moins cher mais qui consomme beaucoup d'eau. Dans un monde actuel, vous allez prendre la machine la moins chère. Enfin, votre banquier va vous recommander de prendre la machine la moins chère. Aujourd'hui, si dans son plan d'amortissement sur lequel il peut vous aider, on intègre le prix de l'eau, on peut peut-être voir que la machine beaucoup plus rentable est en fait la machine la plus chère. Donc, c'est des exemples très concrets. Et de façon générale, il y a une volonté à travers ce qu'on appelle les prêts à impact positif, une volonté de pousser les logiques de bien comprendre la stratégie durable de l'entreprise et du coup de la faire bénéficier d'un taux favorable. Alors, je ne vais pas vous assommer un vendredi après-midi alors qu'on n'est que quelques-uns sur le plan européen qui a été donc lancé en mars 2018, et j'ai eu l'honneur de participer à tout ça. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, parce que ça impacte, ce plan est d'abord dirigé vers les financiers, mais il y a aussi des dimensions pour les entreprises. Et l'une de celles-là est la taxonomie, qui est donc la pierre angulaire du modèle durable européen. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que quand on est dans cette transformation, si chacun fait sa définition du vert, on est vite dans le greenwashing. Donc la logique de la Commission européenne, c'est de dire il faut qu'on crée une taxonomie qui doit contribuer substantiellement à un ou plusieurs des 6 objectifs environnementaux de l'Union européenne.
dont la neutralité carbone, dont l'économie circulaire. Parce que si vous avez un peu de temps, je vous engage à essayer de retrouver des éléments sur le sommet qui a eu lieu la semaine dernière, où la Commission européenne était très claire sur le fait qu'on doit changer de monde et de modèle parce que l'urgence climatique, parce que l'urgence de la biodiversité. Et donc la notion même qu'une entreprise ou des investisseurs doivent, alors que ce ne sont pas des acteurs publics, doivent contribuer aux objectifs environnementaux de l'Union européenne, ça c'est vraiment un élément très nouveau. De la même façon, c'est l'idée qu'il y a un passage obligé technique pour se dire, on ne peut pas soi-même se dire, tiens, ça doit être vertueux ou mieux pour la planète. Il faut vraiment avoir des éléments tangibles, objectifs des techniques. Et donc, c'est pour ça que dans cette taxonomie, il y a des référentiels de plusieurs centaines de pages avec tous les éléments ad hoc. Alors, principe très important, l'idée, c'est que si on fait un bienfait environnemental d'un côté, il serait quand même absurde de faire un très mal de l'autre. Donc, il y a un principe intrinsèque à cette taxonomie qui s'appelle DNSH, pour Do No Significant Harm, et qui veut dire qu'il faut causer aucun préjudice à aucun autre objectif. Donc, par exemple, si je reprends mes panneaux solaires, l'économie circulaire est un des premiers objectifs de l'Union. Et donc là, la logique, c'est bien de veiller à ce que dans tous les déchets électroniques, d'ailleurs, il y ait récupération de l'ensemble des matériaux de façon à ce que fabriquer tel ou tel truc ne nuise pas majoritairement à un autre objectif environnemental, soit ce qu'on va faire des renouvelables. De la même façon, il y a bien une approche holistique dans l'idée que même si on a des bénéfices environnementaux forts, il faut quand même qu'il y ait des garanties minimales en matière de gouvernance et de droits de l'homme. Alors, cette taxonomie aujourd'hui, elle est en chemin. Alors, à l'échelle de l'Europe, c'est déjà énorme, puisque de 2018 à 2021, on a déjà des premiers éléments. L'objectif, c'était d'avoir à terme un catalogue, on va dire, assez complet. Pour l'instant, on a des choses assez claires sur ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire la réduction tant que possible des émissions de gaz à effet de serre. Et on a aussi des choses sur l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour cesser d'être très, très émetteur en carbone dans tout ce qu'on fait. Ce qui est en train, et on a un premier référentiel technique, mais qui est au stade de la consultation, puisque l'idée est bien qu'à terme, la taxonomie couvre les eaux et les ressources marines, la pollution et les écosystèmes sains, l'économie circulaire, la prévention et le recyclage des déchets, les déchets étant l'un des très graves problèmes environnementaux auxquels nous n'avons pas encore commencé vraiment à faire face. Alors ça concerne et ça s'applique à quel secteur? Ben, vous voyez, c'est aussi vaste que ça. C'est-à-dire que ça concerne tous ces secteurs-là. Alors, ça veut dire quoi ça concerne? Ça ne veut pas dire à ce stade, évidemment, qu'on n'a plus le droit de faire le reste. Ça veut dire qu'à terme, si tout va bien, on aura une juste cartographie avec cette taxonomie de ce qui est vraiment vert dans l'économie européenne. Ce qui va être un facteur, j'imagine, important autour de la relocalisation, puisque dans beaucoup de cas, le fait que les choses soient fabriquées à l'extérieur peut laisser entendre que c'est vert, sauf que c'est fabriqué en Chine, et que donc le fait de rapatrier quelque chose n'est pas neutre en carbone. Donc il y a aussi toutes les réflexions autour des véhicules, la faible émission, etc. Donc, comme vous pouvez le voir, là, c'est les grands secteurs qui sont, enfin, les activités économiques concernées. Elles sont près de 80 et elles concernent évidemment une grande partie de l'industrie européenne. Alors, pour vous donner un peu plus d'éléments concrets sur Do No Significant Harm, l'idée c'est effectivement qu'une activité ne contribue pas à lutter, enfin, contribue à aggraver le changement climatique. Par exemple, si on est un assureur et qu'on a s'engager à une politique climat, ben on va jusqu'à dire que si on doit refuser d'assurer des activités liées aux fossiles. Donc si on protège l'eau, bah, ça veut dire qu'effectivement, quand on construit un bâtiment neuf, on construit avec des douches dont le débit ne doit pas excéder 8 litres par minute. C'est des exemples très concrets que j'ai essayé de vous mettre de façon à ce que vous voyez bien que finalement on parle de choses extrêmement concrètes, très quotidiennes et qui montrent bien la nécessité de descendre à ce niveau-là sur l'évolution des pratiques. Alors,
évidemment, vous avez vu passer ces derniers jours la pollution de l'air, qui devient quand même extrêmement préoccupante dans la plupart des grandes villes. Mais bon, c'est valable pour l'eau, c'est valable pour le sol aussi. Et donc, ça veut dire que même quand on prend des solutions type méthaniseur, il faut que les rejets associés soient les mieux, enfin, les moins toxiques possibles, on va dire. Dans les recommandations de la taxonomie, il y a aussi ne pas entraver l'adaptation ailleurs. C'est-à-dire que concrètement, on sait que ce n'est pas forcément en Europe que les conséquences du changement climatique sont les plus fortes. Donc, c'est important de ne pas se dire que oui, mais là, ça n'a pas d'impact chez nous, peut-être. Ça peut en avoir ailleurs. De la même façon, sur les déchets, il est manifeste qu'on envoie nos déchets ailleurs. Et que donc, ne pas les traiter, ne pas avoir d'économie circulaire, a des impacts évidents dans d'autres pays qui doivent accueillir nos déchets. Si on prend effectivement les questions de déchets, de transport routier, etc., on voit bien qu'il y a aussi une question d'acheter du neuf versus du vieux. Enfin, en gros, tout ça est une grille de lecture pour remettre en cause un certain nombre de modèles, et surtout un certain nombre de modèles économiques et de grilles d'analyse de risque et de retour sur investissement, qui la plupart du temps sont fausses. Bon, par exemple, prenons le reboisement. Bon, vous avez bien sûr entendu qu'aujourd'hui, c'est très bien de replanter des forêts, des arbres partout, mais ça a donné quand même dans beaucoup d'endroits un reboisement mono-espèce, souvent du pin ou autre, qui n'est pas forcément bon pour la biodiversité. Donc là-dessus, c'est vraiment de se dire, bon, c'est pas parce que j'ai planté un arbre que tout est réglé, c'est quel arbre, où, quand, comment. Et de façon générale, il n'y a, à des situations aussi complexes, aucune solution simple, mais il y en a plein et on peut les combiner. Donc là, j'ai essayé de vous montrer très rapidement comment on repère une activité compatible avec la taxonomie. Donc déjà, on a un référentiel, donc la taxonomie, qui est à la fois comporte des secteurs techniques, dont ce que vous avez ici. Ensuite, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des standards dans ce secteur et comment l'entreprise se cale sur ces standards. Comment aussi elle fixe des seuils et de quelle façon. Et donc, on a, vous avez ici les 3 étapes de la vérification. Ce qu'on appelle vérification simple, c'est-à-dire de dire où est faite la donnée, par qui elle est faite, etc. Vérification additionnelle, c'est que comment ça s'intègre dans le rapport de développement durable. Et enfin, l'analyse en profondeur de l'entreprise avec des indicateurs d'impact précis, etc. Alors, pourquoi tout ça? Ben, finalement, tout ça parce que aujourd'hui, les marchés tels qu'ils sont très très loin d'être alignés sur l'objectif de l'accord de Paris, et d'être en capacité de respecter, de mieux préserver la biodiversité pour une raison assez simple, c'est qu'effectivement, les grandes entreprises cotées et les autres, aujourd'hui, sont alignés sur des modèles qui sont loin d'être conformes à ça, même s'ils évoluent assez vite. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, le deuxième graphe montre, si on prend les grands indices de référence français, européens et allemands, quelle est la part des entreprises qui pourraient relever de la taxonomie. Ben, on est un peu moins autour d'un quart, on va dire, avec un peu plus en Allemagne. Mais effectivement, quand on applique les critères de la taxonomie, alors là, on revient à moins de 5% dans les 3 cas. Et enfin, dans les 3 cas, on a de 1 à 2% des entreprises qui sont vraiment alignées sur la taxonomie. Donc, on voit bien que la logique de dire on fait une transition d'un modèle très, très carbone-intensif, très peu, qui pose un certain nombre de risques ESG, vers un modèle beaucoup plus vert, beaucoup plus durable, beaucoup plus résilient, est encore à son début. Et c'est dans un résumé très très rapide. Ce que j'espère vous avoir donné envie de faire aujourd'hui, c'est effectivement d'avancer sur ce chemin-là, de façon à bien comprendre que souvent on voit ces réglementations complexes arriver en se disant ça y est, c'est un truc, une complexité de plus, une contrainte de plus, alors qu'en fait, ça peut vraiment, et c'était l'objectif d'aujourd'hui, vous donner envie de le faire parce que ça vous donne des grilles de lecture, des clés de lecture dont vous avez absolument besoin dans un monde très complexe et qui va très très vite. Et ça veut bien dire, par exemple, être capable d'anticiper les pénuries qu'on peut avoir ou les risques
ne plus avoir de matières premières. Là, aujourd'hui, à cause des événements caniculaires et autres inondations de l'été, il y a des problèmes sur le blé dur et donc sur les pâtes. Enfin, tout ça est encore une fois très concret. Et j'espère que je vous ai donné envie d'approfondir. Alors, peut-être 3 points à retenir. Si vous le faites, enfin, l'incitation réglementaire est relativement faible parce que la plupart des obligations de reporting sont assez incitatives. L'objectif, c'est bien de pousser à faire des stratégies durables, mais pas d'obliger. Donc, aujourd'hui, on a un petit problème des PEF pas, qui est donc un big data ESG, qui est généré par un écosystème complexe développé depuis 20 ans. Petite question. Oui. Les critères sociaux sont-ils pris en compte dans cette évaluation taxonomie européenne? Alors, en l'état actuel, partiellement. D'abord, c'est une taxonomie vraiment axée sur l'environnement, mais avec ce que je vous expliquais tout à l'heure, quand on choisit une activité pour dire qu'elle est éligible à la taxonomie, il faut quand même qu'elle respecte des principes fondamentaux comme les principes de l'OCDE ou autres, sur de respect des droits humains, etc. Donc, globalement, c'est en partie intégré. Et à l'heure actuelle, il y a une réflexion, mais qui est toujours à l'état de travail au niveau européen, pour voir comment, dans un moment où les inégalités sociales se creusent, etc., comment on met en place une mécanique sociale un peu dans le même esprit, visant à garantir que quand une activité est fléchée durable, elle a vraiment, elle répond à des minimums sociaux, en fait, qui ne sont pas homogènes d'un pays à l'autre en Europe, comme vous le savez. Voilà, en espérant que j'ai répondu à vos questions. Et enfin, oui, ça c'est vraiment très important, c'est l'idée qu'aujourd'hui, la réglementation européenne qui sera vraiment globalement opérationnelle dans toutes ses dimensions, au mieux en 2023, fournisse, enfin aligne les intérêts, on va dire, entre les entreprises et les investisseurs. Parce que moi, je suis frappée là depuis quelques temps, chaque fois que je vois des entreprises, elles me disent, mais on a développé des choses, fait énormément, etc. Puis les investisseurs disent, non, ça ne nous intéresse pas. C'est vrai que pour une entreprise, passer de l'idée qu'on lui demande des résultats financiers à l'idée qu'on lui demande des stratégies alignées sur l'accord de Paris, ou de respecter la biodiversité dans son ensemble, ou d'identifier sa dépendance à la biodiversité, c'est des idées neuves, mais il faut vraiment avoir à l'esprit que ces idées neuves sont celles qui vont faire le métier de demain. Donc c'est plutôt un facteur d'innovation très important, et en plus ça laisse des marges de manœuvre importantes aux entreprises qui leur permettent d'inventer de nouveaux modèles et que les facteurs de compétitivité aujourd'hui sont là, pas ailleurs. Voilà. Et si tout ça vous intéresse, bah écoutez, vous pouvez continuer chez nous à vous intéresser à ça à travers notre plateforme dédiée à tout ce qui concerne la finance durable, mais sous ses divers aspects, puisqu'on traite de l'actualité, parce qu'elle est quasiment quotidienne sur ces sujets-là, mais on traite aussi de justement les entreprises face au risque ESG, tout ce genre de choses. Donc on espère que ça pourra vous intéresser.